J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. À quoi sert un ministre encore en Algérie? C'est la question que l'on est tenté de se poser et je pense que la réponse sera évidente à la fin de l'émission. Et vous allez tous être d'accord avec moi pour dire que un ministre en Algérie ne sert pratiquement à rien. Mais il n'a plus aucune autorité. Nous avons récupéré un document important encore dans nos investigations qui nous aide à répondre à cette question lancinante. À quoi sert un ministre en Algérie? Est-ce que ça a du sens encore en Algérie d'être un ministre? Est-ce qu'un ministre, il a une véritable autorité? Est-ce qu'il a une marge de manœuvre? Est-ce qu'il a une certaine indépendance dans son travail pour qu'il puisse être performant, réaliser les objectifs de développement que que l'Algérie recherche cruellement? Ou est-ce qu'il peut apporter une valeur ajoutée et contribuer au développement du pays, au renforcement de sa sécurité, en utilisant ses fonctions ministérielles? Le doute est permis, pourquoi? Regardez ce document que je vais vous montrer. C'est un document officiel. Voilà. Il est signé par le Premier ministre Nadel Arbaoui. La signature Tao. Sa signature elle est en bas. Donc Nadel Arbaoui, Premier ministre, il envoie le 29 juin dernier. Je dis bien le 29 juin dernier. La correspondance 122 adressée aux membres du gouvernement algérien. Cette correspondance, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais essayer, naturellement le document il est en arabe. Nous en avons fait une tradition très détaillée pour comprendre un peu Ce document s'adresse à tous les ministres et membres du gouvernement en Algérie. Et il leur donne des instructions très claires. Ces instructions concernent les limogeages. Je dis bien, le document, pardonnez-moi, il date du 19 février 2025. Ou le 19 juin, attendez, j'ai du mal. 19 juin, je dirais, le 19 juin, pardonnez-moi. Le 19 juin 2025. Bon, que quand on récupère des documents, comme ils sont scannés, photographiés, des fois, les dates, on a du mal à lire. En tout cas, ça date de juin. Ça date de juin et il s'appuie sur une décision qui a été communiquée par le directeur du cabinet de la présidente de la République en février 2025 et par une instruction. Deux instructions ont été communiquées au Premier ministre Nadel Arbaoui en février 2025. La première a été communiquée par le directeur du cabinet Abdelmajid Tebboune Boualam le 12 février 2025. Première instruction communiquée au Premier ministre algérien Nadel Arbaoui. Deuxième instruction, elle date du 3 février 2025. Elle a été communiquée par le secrétaire général de la présidence de la République, le SG de la présidence. Donc, ils sont communiqués. Donc, c'est pour ça qu'il y a la date du février 2025. Et l'instruction a été rappelée aux membres du gouvernement algérien en juin 2025. Donc, de février 2025 à juin 2025, il y a eu de nouvelles instructions qui ont été communiquées, qui ont été imposées au ministre algérien. Ces instructions concernent quoi? Elles concernent la possibilité de nommer des nouveaux responsables au sein des ministères et la possibilité de limoger, de relever de leurs fonctions des responsables des ministères du pays. Je vais vous lire l'instruction en français. À mesdames et messieurs les membres du gouvernement, concernant les procédures de nomination et de fin de fonction des cadres supérieurs de l'État, il m'a été donné, donc c'est Nadel Arbaoui, le Premier ministre qui parle, il m'a été donné de constater, lors du traitement périodique des propositions de nomination et de fin de fonction de cadres supérieurs, que certains ministères ne respectent pas les règles et procédures édictées par les textes de référence, notamment en ce qui concerne les compétences requises, les qualifications exigées et la pertinence des propositions soumises. En conséquence, et conformément aux instructions du président de la République, il est demandé de veiller à, concernant les propositions de nomination, proposer des candidats remplissant pleinement les conditions de compétences, d'aptitude et de spécialité exigées par le poste visé. Donner la priorité à la promotion interne pour les cadres justifiant des qualifications requises. Ne nommer aucun cadre ou responsable sans l'accord préalable des services compétents de la présidence. Ne nommer aucun cadre, écoutez bien, ne nommer aucun cadre ou responsable sans l'accord préalable des services compétents de la présidence via les services du Premier ministre. C'est-à-dire que les ministres algériens n'ont plus la possibilité de nommer un cadre de leur administration ou de leur ministère sans avoir l'autorisation et l'accord préalable des services
compétents de la présidence. Qui sont ces services compétents? Est-ce que c'est le cabinet du président? Est-ce que c'est le secrétaire général de la présidence? On n'en sait rien. En tout cas, il faut l'accord de la présidence, les services compétents de la présidence, via les services du Premier ministre. Respecter strictement l'exigence de soumettre les candidats à des enquêtes d'habilitation avant tout acte de nomination. Présenter 3 candidatures au maximum par poste proposé. S'assurer de la conformité des candidatures aux exigences légales avant transmission. Concernant les propositions de fin de fonction, c'est-à-dire des limogeages, des licenciements, joindre impérativement un rapport détaillé exposant les motifs réels de la proposition de limogeage ou de fin de fonction d'un responsable d'un ministère. Ne pas soumettre des propositions motivées uniquement par des considérations administratives générales. Obtenir l'accord préalable des services compétents de la présidence avant toute décision définitive. Obtenir l'accord préalable des services compétents de la présidence avant toute décision définitive. C'est-à-dire que pour nommer ou pour mettre en fonction un responsable d'un ministère, les ministres algériens n'ont plus la possibilité de le faire s'ils n'ont pas l'accord préalable des services de la présidence. Veillez à ne pas détourner ces procédures à des fins inappropriées. Enfin, il est demandé à toutes les parties concernées de respecter rigoureusement les procédures arrêtées afin de garantir la transparence et la conformité des actes de gestion de ressources humaines de l'État. Veuillez agréer, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, l'expression de ma haute considération. Le Premier ministre signé Nadir El-Arbaoui. Ça, c'est la traduction en français de cette instruction communiquée donc par Nadir El-Arbaoui aux différents ministres et membres du gouvernement algérien. Je pense qu'une simple lecture vous permet en tout cas de comprendre, en Algérie, un ministre en Algérie n'a plus, ça c'est unique un peu au monde pratiquement, peut-être pas unique au monde, je ne sais pas, en tout cas c'est inédit dans l'histoire de l'Algérie, le ministre n'a plus le droit ni de nommer, ni de enlever, ni de limoger, ni de promouvoir, ni de changer de poste à des responsables de son secteur, sans passer par les autorisations et l'accord préalable de la présidence de la République. Donc, un ministre en Algérie n'a pratiquement aucun pouvoir. Nous avons, je vous rappelle, 35 ministres. 35. Nous avons 29 ministres et 6 secrétaires d'État qui ont pratiquement les mêmes, à quelques différences de privilèges ou les mêmes prérogatives du ministre, à quelques différences, quelques exceptions. 30 hommes et 5 femmes. Donc, les 35 ministres que compte l'Algérie n'ont plus aucune utilité, puisqu'ils ne peuvent ni décider de nommer dans leur département de nouveaux responsables, ni de limoger des responsables, de les remplacer, sans l'accord de la présidence. Et il faut toujours un rapport détaillé, proposer des profils différents, présenter des motivations et expliquer. Donc, le ministre en Algérie, il va passer son temps, s'il veut changer d'équipe, on le nomme ministre. Un ministre est censé faire quoi? Il est censé pratiquer une politique, exécuter la politique générale du président de la République, mais aussi il est censé être un manager. Un ministre, dans l'époque moderne, l'époque contemporaine, un ministre est l'équivalent d'un manager d'une entreprise. C'est-à-dire, il vient, on lui demande d'appliquer une politique, le président il lui donne les axes majeurs, ensuite, à ce ministre, il doit avoir la marge de manœuvre, l'indépendance nécessaire pour proposer des solutions. Comment adapter la politique du président de la République aux problèmes du pays. Et comment traiter les problèmes du pays, comment leur trouver des solutions rapidement et en urgence. Et comment mettre en place ces solutions. Et quels sont les problèmes les plus urgents. Donc, il doit être un manager. Un ministre n'est pas un fonctionnaire comme les autres. C'est pas un bureaucrate qui signe et il n'est pas là uniquement pour signer, apposer sa signature, certifier un document, transmettre le courrier et demander des autorisations. Ça, c'est le fonctionnaire. Le ministre, il est censé être un manager. Il est sur le terrain, il fait des inspections sur le terrain, il lance des projets, il propose des projets. Quand la politique du président, elle n'est pas affûtée ou elle n'est pas complète, il propose de la compléter parce il voit les problèmes du terrain et il fait des comptes rendus, mais surtout, il lance des chantiers, il veille sur la réalisation de certains chantiers, donc il doit lancer des solutions et les appliquer pour diminuer les problèmes et les souffrances de la population et offrir à la population du bien-être. Sauf que comment un ministre peut travailler s'il ne peut pas lui-même choisir les responsables avec lesquels il peut travailler, s'il ne peut pas les enlever quand ils sont
pas compétents, ou quand ils sont trompés, ils n'ont pas fait ce qui est nécessaire, ou ils n'ont pas été à la hauteur des attentes, ou ils n'ont pas réussi leur mission. Et comment il peut réussir sa mission? C'est à chaque fois, pour chaque nomination, ou pour chaque fin de fonction, il doit passer par la présidence via le Premier ministre. Généralement, dans l'Algérie d'avant, le secrétaire général du ministère est choisi par la présidence. Le chef de cabinet, ou des fois la présidence se mêle pour imposer un chef de cabinet, sinon la tradition veut que les ministres choisissent eux-mêmes leur chef de cabinet. Mais à part le poste du SG, du ministère, la présidence a auparavant laissé libre cours aux ministres de choisir leurs propres équipes. À quelques exceptions près, sauf quelques ministères régaliens très importants, comme le ministère des Finances, de la Justice, de l'Énergie, la présidence, elle exerce un droit de regard. Mais les ministres avaient toujours une indépendance. C'est-à-dire, avec son secrétaire général, le ministre peut dire, voilà, moi j'ai besoin de tel directeur, de tel collaborateur, je le nomme dans tel poste, de tel poste. Il a la liberté d'agir. Aujourd'hui, il n'y a plus de la liberté d'agir. Aujourd'hui, les ministres, pour n'importe quel poste au sein du gouvernement, au sein de leur ministère, il leur faut l'autorisation et l'accord préalable et respecter, faire un rapport détaillé, proposer 3 candidats, expliquer pourquoi il doit nommer, pourquoi il doit enlever. Donc le ministre, là, d'ailleurs, quand est-ce qu'il peut travailler? Quand est-ce qu'il peut travailler? C'est comme si demain, on ramène un manager à la tête de l'entreprise, on lui demande de réaliser, de ramener des bénéfices à cette entreprise, de la redresser, de lui faire gagner de l'argent, mais on lui dit, tu peux rien faire sans demander le conseil d'administration. Sans l'autorisation du conseil d'administration. Tu peux rien faire. Tu peux pas nommer un comptable, tu peux pas nommer un service, le responsable des services des relations humaines, des ressources humaines, des relations publiques, le responsable des relations publiques, tu peux rien faire. À chaque fois, tu dois demander l'accord du conseil d'administration. Et donc, ça, c'est pas un manager. Il n'est pas libre. Et s'il n'est pas libre, il peut pas travailler. Il peut pas réaliser des objectifs, il peut pas atteindre ses objectifs. Un manager à qui on demande, non? Tu dois toujours demander les autorisations et l'accord préalable du conseil d'administration. C'est comme ça. Le ministre aujourd'hui n'a plus aucune liberté en Algérie. Pour nommer et pour enlever des personnes, ou des responsables de son ministère, il doit à chaque fois passer par la présidence. Et dans ce cas-là, il n'a pas d'autonomie. Si le ministre n'est pas autonome, n'a pas une autonomie, n'a pas un pouvoir dans son ministère, n'a pas de prérogatives poussées, pourquoi avoir des ministres? Dans ce cas-là, il faut revenir à la monarchie. On fait une monarchie, un roi, une cour, des conseillers, où les conseillers gèrent le pays. Il n'y a pas de gouvernement. Et on laisse les wali qui exécutent directement. On passe des wali directement aux conseillers du président. Comme les monarchies à l'époque du Moyen-Âge. Ça n'a, ou pendant certaines périodes de l'histoire de l'humanité. Le ministre des Jma'a, c'est un gestionnaire qui a besoin de liberté, d'indépendance, d'une marge de manœuvre. Ses prérogatives sont extrêmement limitées. Son efficacité sera extrêmement limitée. Si un ministre ne peut pas ramener son équipe, s'entourer des personnes qui jugent lui-même compétentes, et chercher lui-même la compétence pour booster son ministère, et pour offrir de la performance au ministère. Parce que un ministre, comme un président, comme un premier ministre, comme un roi, comme un être humain tout seul ne change pas un pays. Un être humain tout seul ne peut pas atteindre tous les objectifs de développement. Un être humain tout seul, il est limité. Ce sont les équipes, ce sont les collectifs qui ramènent les grandes victoires, notamment en matière de développement et de construction des nations et des pays. Donc un ministre, s'il n'a pas un bon chef de cabinet, s'il n'a pas un bon conseiller, s'il n'a pas un bon des directeurs centraux, s'il n'a pas des bons inspecteurs généraux, s'il n'a pas des bons, il ne va pas pouvoir réaliser il ne pourra pas réaliser des performances. S'il a une mauvaise équipe, il a beau donner les meilleures idées du monde, il a beau donner les ordres, les instructions les plus intelligentes du monde, si ces instructions ne sont pas appliquées correctement, suivies scrupuleusement, mises en place professionnellement, ça ne servira à rien. Le pays ne va jamais avancer. Ça n'avancera pas. On peut ramener les meilleurs ministres du monde, on les met en Algérie dans cette configuration actuelle du pouvoir, et on leur dit, vous ne pouvez rien faire sans à chaque fois l'autorisation préalable. Là, il ne s'agit pas de dépenser de l'argent, de prendre un budget, parce que quand un ministre veut plus de budget, il demande au Premier ministère, il expose sa requête au niveau du Conseil des ministres, il essaie de convaincre le président et le Premier ministre de la nécessité d'un budget supplémentaire. Ça peut se comprendre.
Quand on demande un budget supplémentaire, quand on demande d'affecter ce budget à un autre chapitre, à d'autres projets qui n'étaient pas prévus initialement. Oui, c'est normal qu'il faut se concerter avec le Premier ministre et le Président. Mais pour nommer des responsables du ministère, des responsables locaux, des directeurs centraux et ses collaborateurs proches, on lui demande de toujours avoir l'accord et la bénédiction de la présidence. Pourquoi? Parce que c'est la présidence qui monopolise tout le pouvoir en Algérie. Les services compétents de la présidence, on ne sait pas en quoi ils sont compétents et on ne sait pas à qui on fait référence. Est-ce que c'est le directeur du cabinet? Est-ce que c'est le secrétaire général de la présidence? Est-ce que c'est un autre service de la présidence? Doivent tout contrôler, tout décider, tout approuver. Ce modèle n'est pas un modèle républicain, c'est un modèle monarchiste. C'est un modèle autoritaire monarchiste. Un ministre, dès qu'il a la confiance du président, s'il a le bon CV, s'il a été choisi selon des critères sérieux de compétence, de loyauté, de patriotisme et surtout de compétence, etc. Et on doit lui faire confiance. On lui donne le temps nécessaire pour réaliser sa mission. Il y a le Conseil des ministres chaque semaine qui permettent de contrôler les actions des ministres. Il y a le Premier ministre qui assure un suivi, qui fait des réunions gouvernementales et qui peut demander des comptes rendus. Et régulièrement, voire quotidiennement, il peut demander des explications et des états d'avancement à ses ministres. Mais si le ministre ne peut ni nommer, ni limoger, ni remplacer les cadres de son ministère comme il le veut, comme il le souhaite, selon ses objectifs, selon son rythme de travail, selon sa façon de voir les choses, ben, comment voulez-vous qu'il gère, comment voulez-vous qu'il réalise ses missions? Dans ce cas-là, les ministres en Algérie sont devenus des exécutants. Des ministres exécutants. Tout simplement, des ministres sont devenus exécutants. C'est-à-dire, c'est comme des joueurs de football. Même un joueur de football, il a plus, quand on lui demande de jouer dans un match, son entraîneur lui donne plus de liberté. Pour faire un tir, pour faire changer. Les ministres en Algérie n'ont plus aucune liberté. Tu peux ni dribbler, ni tirer, ni tacler, ni rien. Tu dois juste demander en permanence les autorisations et la bénédiction et l'accord de la présidence de la République. Ce n'est pas comme cela, qu'on gère un pays. Je suis désolé, ce n'est pas du tout comme ça qu'on gère un pays. C'est pas du tout sérieux. Ça a limité encore une fois les performances limiter encore une fois les prérogatives et les missions limiter les prérogatives du ministre ça va impacter ses performances, ça va diminuer ses prérogatives et ça sera totalement préjudiciable pour le développement du pays. On ne comprend pas cette obsession permanente au niveau de la présidence de la République d'avoir tous les pouvoirs. Un président, déjà, constitutionnellement, il a tous les pouvoirs en Algérie. Sauf qu'un bon président, un vrai président, c'est celui qui sait comment manager, qui donne la liberté à ses managers, à ses ministres, pour pouvoir atteindre des objectifs. Le contrôle absolu et le monopole de toutes les décisions et la subordination de tous les cadres du pays à des autorisations, à des bénédictions du président ne permettent pas au pays d'avancer, d'aller vers le développement. Ça ne va que le retarder parce qu'on est en train de créer une immense machine bureaucratique, une immense machine administrative justement, une immense machine politique totalement complexe et trop autoritaire, trop répressif, qui empêche l'innovation, qui empêche l'imagination et qui empêche la recherche et l'identification de solutions pour les problèmes de ce développement du pays.